Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Je vous présentais d'ailleurs la semaine dernière ce dernier numéro consacré aux États-Unis et à la guerre. Et nous recevions Antoine Delacoste, avec lequel nous évoquions les fractures actuelles de la société américaine. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps et aborder les débuts de la nation américaine, comment s'est-elle créée et sur quel fondement idéologique et surtout religieux. Et pour en parler, nous recevons notre historien maison, que je ne présente pas, car vous le retrouvez régulièrement au micro de cette émission, mais cette fois-ci, c'est lui qui est sur le fauteuil de l'invité, Philippe Conrad. Merci infiniment, Philippe, de venir nous parler. Je vous ai invité, car dans le dernier numéro de la revue d'histoire européenne, vous signez l'article d'introduction du dossier. Vous remontez aux sources de la création de la nation américaine et expliquez le concept de destinée manifeste. Mais avant de développer, je voudrais remonter au tout début de l'arrivée des premiers Européens sur le continent. On a l'habitude de les dater de 1620, à l'arrivée des Pilgrim Fathers, les pères pèlerins. Mais ont-ils des prédécesseurs? Est-ce qu'il y a déjà des petites colonies qui se sont installées sur la côte? Les Anglais, déjà, se sont installés en Virginie, mais c'est l'arrivée de ces dissidents religieux anglais qui vont être à l'origine des diverses colonies de la côte nord-est, qui marque vraiment le point de départ, la première étape de la genèse de ce que deviendra plus tard la nation américaine. On a choisi cette arrivée, c'est une manière un peu symbolique de la dater, parce qu'il fallait trouver un événement particulier. Oui, c'est ça, c'est 1620, c'est l'arrivée des pèlerins du Mayflower. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces pèlerins du Mayflower? Pourquoi sont-ils devenus célèbres? Ce sont des dissidents religieux qui viennent d'Angleterre, qui quittent l'Angleterre où ils ne peuvent exercer leur culte puritain comme ils l'entendent, l'Angleterre anglicane. Et puis ils seront suivis par d'autres aussi, y compris des gens qui viennent des Pays-Bas, qui viennent d'Allemagne pour certains. Et c'est ainsi que vont se constituer progressivement les colonies anglaises d'Amérique du Nord, les futures 13 colonies qui basculeront dans l'insurrection ensuite en 1776 contre le roi d'Angleterre, et cette guerre d'indépendance aboutira à la naissance des États-Unis d'Amérique. D'accord. Mais l'expression père pèlerin vient d'où? Elle a une connotation très religieuse? Oui, parce que ce sont des gens qui ont le sentiment de partir vers un nouvel Israël, vers une nouvelle terre de Canaan. Ils ont un imaginaire qui est tout imprégné des références bibliques, des souvenirs bibliques, et ils ont le sentiment d'aller construire un monde nouveau où ils pourront exercer leur religion en toute quiétude. Et le parallèle, évidemment, avec les Hébreux fuyant l'Égypte pour aller gagner la terre de Canaan, où se constituera le royaume d'Israël, est évidemment tentant. Mais ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. On aura quelque chose d'équivalent, par exemple, en Afrique du Sud, quand les afrikaners protestants partis de la région du Cap pour leur grande migration vers le Transvaal, seront dans le même état d'esprit à l'époque donc de ce qu'on a appelé le Grand Trek. Il fuit des persécutions? Oui, puis il y a vraiment des persécutions? Oui, puis ils veulent surtout être libres d'exercer leur culte comme ils l'entendent. Et ils ont le sentiment de quitter finalement une Europe ils ont le sentiment corrompue, de quitter une Europe corrompue et qui leur est hostile. Et il y a toute une longue période pendant laquelle les Américains se félicitent d'avoir mis l'océan entre eux et l'Europe, parce que l'Europe, c'est le monde effectivement de la corruption, c'est le monde des guerres, c'est le monde du mal en quelque sorte. Ils baignent dans l'illusion au début de l'histoire américaine d'être en situation de constituer une société nouvelle, émancipée justement de toute l'état qui caractérisait l'Europe de l'ancien monde, de l'ancien régime. Et donc ces premiers colons puritains anglais, est-ce qu'ils constituent rapidement une élite intellectuelle? Une élite intellectuelle, il y a d'autres colons qui arrivent plus au sud.
c'est pas le terme que j'utiliserais, mais ils imposent assez rapidement une certaine vision. Voilà, comment ils l'imposent, parce que l'immigration elle est quand même assez variée. Un certain imaginaire, parce que tous viennent du même terreau européen, de la dissidence religieuse, protestante, calviniste, alors avec différentes sectes qui vont se manifester. Hein, on verra il y a des oppositions entre elles, parfois, par exemple, s'établir. Oui, parfois il y a des oppositions entre ces diverses églises puritaines. Bien sûr, il y a une assez grande diversité au départ, mais il y a quand même un socle commun, un terreau commun qui va produire forcément, encore une fois, un certain imaginaire fondé sur une sorte de messianisme selon lequel cette Amérique nouvelle, cette terre nouvelle, eh bien, elle est appelée à être le champ d'expérimentation d'une nouvelle histoire, en quelque sorte. Voilà, donc ils se sentent investis d'une mission, divine, finalement. Tout à fait, ils sont le nouveau peuple élu. Il y a une élection divine, c'est Dieu qui leur a donné ces immenses territoires qui sont à conquérir, qui sont à exploiter. C'est un continent entier, un monde nouveau. Et ils ont conscience de ça, de ce qui s'ouvre devant eux? Oui, bien sûr, parce que ensuite, ça va être toute l'histoire de la poussée vers l'ouest au fil du temps, mais qui va s'étaler sur une période finalement... Au niveau de la longue histoire, relativement courte, hein. La première mission de Lewis et Clark jusqu'au Pacifique, c'est 1806, je crois. Et puis, la Californie devient un État américain en 1848. Tout cela il suffira pratiquement de 2-3 générations pour que l'ensemble de tout cet espace allant de l'Atlantique au Pacifique soit conquis, tombe sous la coupe des États-Unis. Et est-ce que le rôle de la religion, quel était le rôle de la religion dans la Révolution américaine et dans la guerre contre les Anglais? Dans la Révolution américaine, dans la guerre contre les Anglais, les ministres protestants ont été hostiles à l'Angleterre, à la tyrannie du roi George, en quelque sorte. Ils ont accompagné tout ce mouvement d'autonomisation, d'indépendance, qui va aboutir à la création des États-Unis, bien sûr, et avec des réveils religieux réguliers ensuite, qui vont entretenir en quelque sorte l'intensité de cette foi protestante dans l'ensemble du pays, et une foi protestante qui est tournée en partie, il faut aussi le rappeler, contre les catholiques. Hein. À l'époque où on se bat entre les colonies anglaises d'Amérique et puis le Canada français, on se bat contre les catholiques et les Indiens, d'ailleurs, qui étaient du côté des Français, et puis plus tard, on se battra contre le Mexique aussi, au nom de la lutte contre le catholicisme. Oui. Donc il y a une imprégnation religieuse puissante dans l'identité américaine naissante, c'est incontestable. Alors après les pères pèlerins, on a les pères fondateurs, encore le terme de père avec la connotation religieuse, et donc là on est en 1700, fin 18e. Oui. Quel est le rôle, comment les Lumières, quel est le rôle de l'esprit des Lumières dans la fondation de la jeune République américaine? Il y a une espèce de synthèse, d'alchimie qui s'opère, où on voit se mêler à la fois tout le providentialisme issu du puritanisme, la perspective de construire la nouvelle maison sur la colline, toute cette imagerie-là. Et puis, en même temps, le poids des Lumières importées d'Europe à travers des personnages comme Franklin, par exemple, c'est tout à fait caractéristique de la genèse de l'identité américaine. À la fois le providentialisme, mais en même temps tout le progressisme propre aux Lumières, une espèce de réconciliation entre la religion et l'avenir qui s'ouvre devant cette terre nouvelle, cette Amérique nouvelle venue parmi les nations. Et c'est à ce moment-là que se constitue véritablement le peuple américain, ce qui est une espèce de religion, on a l'impression d'une religion civile.
qui se crée. Oui, il y a une religion, la majorité de ces populations immigrées depuis l'Europe, effectivement, et sont marquées par la tradition, en gros, calviniste, pour l'essentiel. Il y aura aussi bientôt des minorités, les catholiques irlandais, qui seront très mal vus, d'ailleurs. Les Polonais. Oui, alors ça, c'est un peu plus tard. Et par exemple, on a des luthériens. Les luthériens s'entendent avec les calvinistes. Des luthériens, mais il y en a moins que les calvinistes, et c'est à l'époque de l'immigration issus d'Allemagne du Nord, c'est un peu plus tardif, c'est davantage le Middle West, ce n'est pas le noyau initial du Nord-Est qui lui est marqué vraiment par l'héritage puritain des... Ce qu'on appelle aujourd'hui les WASP. Alors, les WASP, de manière générale, ce sont les blancs anglo-saxons le protestants. berceau, c'est Boston. Mais c'est le noyau initial autour duquel va se constituer la nation américaine, et vont venir s'agréger diverses minorités. On peut parler, avec ces WASP, d'une espèce de forme, j'allais dire, d'aristocratie républicaine, une élite intellectuelle, économique. Oui, parce que ce sont eux qui vont porter en quelque sorte les États-Unis naissants, bien sûr. Et très tôt, d'ailleurs, ils vont voir l'importance qu'il convient d'apporter au savoir. Ça, c'est l'héritage des Lumières. On va voir des grandes universités qui vont se constituer très vite là au nord-est. Incontestablement, il y a la volonté de dégager une élite au sens moderne du terme, oui. Alors, là apparaît donc la notion de peuple élu, on l'a vu tout à l'heure, avec peuple de l'Alliance, une nouvelle alliance qui serait une nouvelle Jérusalem. C'est ça, c'est un monde nouveau on établit une analogie avec ce que pourrait être un nouvel Israël porté par un nouveau peuple élu. Et oui, mais c'est un processus imaginaire, tel que celui que j'évoquais tout à l'heure, avec les Afrikaners qui partent pour le grand trek, pour aller se bâtir un monde nouveau, loin des contraintes que veulent imposer les Anglais au Cap. C'est de même nature. Même nature. Alors, parlons maintenant de la destinée manifeste. C'est le titre de votre article, l'Amérique et sa destinée manifeste. Le terme apparaît, écrivez-vous, en 1845 sous la plume d'un journaliste, John O'Sullivan. Alors, à quelle occasion il emploie ce terme et qu'est-ce que ça correspond à un moment où les États-Unis se préparent à une guerre contre le Mexique. Pardonnez-moi, quand on dit manifeste, c'est au sens d'évident. Oui, c'est ça. Il se prépare à une guerre contre le Mexique qui aura lieu de 1846 à 1848, qui vaudra aux États-Unis de récupérer tout le sud-ouest actuel de leur territoire, c'est-à-dire les États du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de la Californie, ce qui n'est pas rien. Et c'est dans ce contexte-là que John O'Sullivan explique que c'est la destinée manifeste des Américains de conquérir les immenses espaces que Dieu a mis à leur disposition, d'autant qu'arrivent régulièrement d'Europe de nouvelles vagues d'immigrants qu'il faut installer, qui ne demandent qu'à mettre en valeur ce nouveau monde abandonné jusque-là aux sauvages. Tout cela, ça constitue ce qu'il nomme destinée manifeste. Et il reprend le terme d'ailleurs 40 ans plus tard, en 1885. Oui, voilà, le terme fait florès, il est repris à la veille de la 19e. phase de grande expansion impérialiste des États-Unis, qui va correspondre notamment à la guerre avec l'Espagne en 1898. Et est-ce qu'on peut parler, est-ce que ce terme de destinée manifeste, est-ce qu'il est repris, est-ce qu'il connaît un vrai succès? Est-ce que les élites politiques le reprennent Oui, ça fait partie des choses perçues comme allant d'elles-mêmes, comme quelque chose de naturel, au point que Sullivan ne fait qu'exprimer que toutes les élites américaines. Un élément de l'imaginaire national américain, c'est quelque chose qui a une dimension anthropologique. L'Amérique a vocation à s'imposer, parce que c'est pour le bien, évidemment, c'est pour imposer un certain nombre de valeurs, ça va être pour
exporter la démocratie quand on aura affaire à Wilson et à ses 14 points en 1918. Et c'est devenu un élément qui va de lui-même. C'est comme quand nous, en France, on agite nos sacro-saintes valeurs républicaines. C'est perçu comme une composante incontournable de l'identité nationale. Et cette première guerre avec le Mexique, est-ce que ça marque vraiment les débuts de l'expansion impérialiste américaine? Ah bah oui, c'est déjà une première expansion quand même d'une ampleur considérable, puisque j'évoquais tout à l'heure l'immensité des territoires concernés, les ressources que cela allait représenter. La guerre se termine en 1948, c'est le moment où on découvre l'or en Californie, par exemple. Et puis alors ensuite, l'impérialisme américain va se confirmer après la conquête de l'Ouest, qui va s'étaler pratiquement jusqu'aux années 80, les dernières guerres indiennes, c'est à la fin c'est au cours des années 70 en gros, sinon ça reste des choses tout à fait locales. Une fois cet immense territoire étendu de l'Atlantique au Pacifique conquis et maîtrisé, une fois la liaison entre les deux océans établie par l'installation du chemin de fer transcontinental, on peut passer à un stade supérieur. Il y a certains théoriciens d'ailleurs à l'époque qui verraient bien l'Amérique s'étendre au Canada, mettre la main également sur le Groenland danois, donc rassembler toute l'Amérique du Nord au sens géographique du terme dans un même ensemble. Mais c'est surtout la guerre survenue contre l'Espagne à l'extrême fin du siècle qui va marquer une étape de bascule essentielle, parce que ça va être l'occasion d'abord de pousser les intérêts américains dans la mer des Antilles, dans les Caraïbes. C'est la guerre liée à la guerre d'indépendance de Cuba contre l'Espagne. Ça va être l'occasion de mettre la main sur les Philippines en Asie orientale, qui était jusque-là une colonie espagnole. Et puis entre-temps, progressivement, les Américains sont installés dans divers archipels du Pacifique, notamment à Hawaï, qui est devenu un État américain au plein sens du terme aujourd'hui. Et ça, c'est une époque qui est très bien incarnée par Theodore Roosevelt. Le président Theodore Roosevelt, le président du Big Stick, du gros bâton qu'il fallait utiliser pour faire la police et mettre de l'ordre dans cette région des Caraïbes, toujours instable, toujours en désordre. Et ça va de pair, cette volonté impériale, avec l'émergence de toute une théorie décisive, géopolitique, pourrait-on dire. C'est celle qui est portée par l'amiral Mahan. Donc là, c'est l'établissement vraiment de la vision géopolitique américaine. Si vous pouviez nous expliquer. Qui explique en quelque sorte que la vocation des États-Unis, c'est une thalassocratie. Il faut qu'elle soit la maîtresse des mers, au même titre que l'Angleterre. C'est l'exemple de l'Angleterre pour Mahan qui est tout à fait décisif. Vous savez, c'est l'époque où apparaît en divers lieux d'Europe la géopolitique. On pense à Ratzel en Allemagne, Mackinder en Angleterre. Les premiers théoriciens donnent plutôt la priorité à la puissance continentale, en mesure de maîtriser notamment tout le cœur de l'ancien monde et à partir de là l'ensemble de la planète. Et au contraire, Mahan, lui, s'appuyant sur ce qu'a été l'exemple de l'Angleterre au cours de l'histoire moderne, en gros depuis le XVIe, XVIIe siècle, montre que c'est la maîtrise de la mer qui est l'élément décisif. Et il montre que l'Amérique, les États-Unis en particulier, de par leur position ouverte sur les deux océans Atlantique et Pacifique, les États-Unis se trouvent en situation, s'ils se donnent les moyens navals d'une puissance supérieure, d'être en mesure de dominer les affaires du monde. Et cette vision-là, qui va rencontrer un très grand succès d'ailleurs ailleurs également, à la veille de la Première Guerre mondiale, en Angleterre, en Allemagne aussi, plus tard au Japon, cette vision de l'amiral Mahan, elle va sous-tendre dans une large mesure ce que va être
l'impérialisme américain au cours des décennies suivantes. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaît vraiment le sentiment de supériorité ? Alors ça apparaît à ce moment-là, puis ça s'inscrit dans un contexte plus général, qui est celui de l'expansion coloniale aussi, bien sûr. Là, on parle couramment aux États-Unis à l'époque de race anglaise et de race teuton, qui il y a une notion. Qui sont appelés parce qu'il y a un melting pot, il y a quand même une forte immigration d'origine allemande aussi aux États-Unis. On parle de race anglaise, de race teuton, qui ont une vocation naturelle à dominer les affaires du monde. C'est tout à fait clair. Et puis il y a tout un courant intellectuel qui trouve aussi sa source dans certaines universités anglaises à la veille de la Première Guerre mondiale, où on prête en quelque sorte aux anglo-saxons, de manière générale, on appelle un peu l'anglosphère aujourd'hui, une vocation à l'hégémonie mondiale. Et les États-Unis s'inscrivent dans cette perspective-là. D'ailleurs, c'est Thomas Jefferson, qui est le 3e président des États-Unis, qui parle lui carrément de dégradation des nations européennes. C'est à partir de ce moment-là que se fait la rupture avec le vieux continent ? Ah oui, alors chez Jefferson, c'est tout à fait explicite. Nous sommes à la période de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, etc., d'une Europe en plein chaos à cause de tout cela. Une Europe qui va plonger ensuite dans les démons des rivalités nationales, etc. Et donc, il y a la perception par les Américains qu'ils doivent, eux, en quelque sorte, mettre en œuvre une voie spécifique, rejetée dans les ténèbres du passé, une histoire qui a été une histoire de conflit, qui a été une histoire de domination, de destruction, de guerre, etc. Et c'est tout à fait sensible chez un Jefferson, qui a été un des premiers présidents des États-Unis, qui a été ambassadeur en France aussi, d'ailleurs. Et il théorise aussi la séparation avec le vieux continent, en expliquant que l'Amérique, justement, pour son bonheur, se trouve maintenant débarrassée de toutes les turpitudes qui étaient celles de la vieille Europe. Il s'agit là d'établir une rupture marquée, radicale, avec un passé dont on ne veut plus. D'ailleurs, oui, vous trouvez un point que je trouve très intéressant dans votre article. Vous qualifiez les États-Unis de nation anhistorique, c'est-à-dire sans histoire. Dans leur vision des choses, l'histoire, elle est porteuse, l'histoire telle qu'elle a existé jusqu'à maintenant, elle est porteuse de toutes les turpitudes, de tous les maux, et donc il faut en quelque sorte s'en débarrasser et bâtir un monde nouveau, bâtir un ordre nouveau à partir du chaos qu'a légué l'histoire telle qu'elle a existé jusqu'à maintenant. Et ça, c'est l'Amérique qui en est capable, parce que Dieu lui a donné ces immenses territoires à gérer, avec les ressources qui vont avec. Et il est possible pour pouvoir se construire sans racines ? Sans faire de psychologie de comptoir, on peut comparer ça à un orphelin. Oui, mais c'est toute la question. Bien sûr, vous savez, on est en pleine actualité, là, avec tous les débats sur le wokisme, etc. Oui, l'Amérique ne veut plus de ses racines européennes. Ça, c'est tout à fait. Mais elle n'en veut plus. C'est tout à fait clair. Pratiquement depuis sa naissance. Absolument. Elle se construit en rupture avec un monde qui lui apparaît comme un monde dominé par le mal, par l'arbitraire, par l'injustice, etc. Alors que l'Amérique, de par son élection divine, de par la constitution politique qu'elle s'est librement donnée, elle se veut porteuse justement de tous les progrès, porteuse de toutes les libertés, porteuse d'une émancipation radicale des hommes par rapport à l'histoire telle qu'ils l'ont connue. Comme un enfant orphelin qui va se construire sur des fantasmes. Oui, voilà. On peut faire ce rapprochement-là, bien sûr. Alors, j'avais noté une question sur le peuple de race anglo-saxonne, mais on en a parlé. Alors cet homme nouveau, finalement, on s'aperçoit que les premières victimes de cet homme nouveau, ce sont, les premières victimes de l'expansionnisme des colons, ce sont les Amérindiens. Alors, on a une espèce finalement de contradiction. On a l'homme nouveau,
il ne cherche pas finalement à convertir le bon sauvage, cher à Rousseau, mais il l'extermine. Voilà, c'est ça. Mais on a des textes... Parce que pour lui, quel est le contact avec ces aliens? On a des textes dès la fin du XVIIIe où on dénonce la férocité des sauvages et où on écrit textuellement que ça serait très bien de les exterminer et ceux qui s'en chargeraient commettraient, en l'occurrence, donc là, on est très loin d'un zèle missionnaire. Voilà. On est très loin d'un zèle missionnaire catholique. Ah ouais, pas du tout. On est vraiment dans l'opposé. On n'y est pas du tout, oui. Mais ça sera pareil en Australie, d'ailleurs, avec les Anglais se débarrasseront des aborigènes australiens, sans trop d'état d'âme. Oui. Ça sera quelque chose d'un peu équivalent aux États-Unis, et ça s'inscrit bien dans cette espèce d'élection divine à laquelle on croit. D'ailleurs, et on répète là, on peut faire des analogies également avec l'histoire biblique, où on voit les Hébreux se débarrasser d'un certain nombre d'autochtones installés localement. Oui. Vous citez d'ailleurs sur la supériorité américaine j'ai une citation de Josiah Strong. Vous écrivez qu'il est évident que les Anglo-Saxons tiennent entre leurs mains le destin de l'humanité et que les États-Unis deviendront le principal siège de ce pouvoir. C'est totalement prémonitoire finalement. Ils ont réussi leur coup. Oui. Mais ça s'inscrit dans tout un courant de pensée justement dans ce monde anglo-saxon à la fin 19e ou dans les années précédant la guerre de 14 où ce monde anglo-saxon se perçoit, se voit comme dépositaire d'une mission d'émancipation en quelque sorte. Parfois l'expression est révélatrice, des peuples sauvages d'un côté, mais aussi des peuples séniles. C'est-à-dire, effectivement, c'est la vieille Europe, cela. Voilà. Alors cet empire de bien se constitue, donc quand il y a un empire du bien, il faut forcément un empire du mal. Oui. Alors qu'ont-ils trouvé comme empire du mal? Est-ce que pendant longtemps, ça a changé au gré de l'histoire? Au début de la genèse de l'identité américaine, ça a été en partie les catholiques contre les Français pendant les guerres avec le Canada français, puis contre le Mexique, plus tard les Espagnols installés à Cuba qui sont accusés de tous les maux. Alors là, on leur attribue également tous les crimes de guerre possibles et imaginables. On leur attribue l'explosion accidentelle d'un croiseur américain dans le port de la Havane, alors qu'il a été formellement établi que c'était pas du tout le fait des Espagnols. Et puis alors après, on aura évidemment la Première Guerre mondiale où les choses sont un peu compliquées parce que Wilson est un peu gêné aux entournures dans la mesure où il est le président d'une nation qui est encore très composite. Oui, qu'est-ce que l'Empire allemand et l'Empire du mal? Oui, il y a beaucoup d'Allemands qui sont partis constitutifs de la nation américaine. Il y a beaucoup d'Irlandais qui, évidemment, voient d'un mauvais œil l'Angleterre, on les comprend. Il y a beaucoup de Polonais qui apprécient pas trop l'Empire russe, qui, au départ, au moins, est l'allié de l'Entente. Donc, c'est pas aussi clair que ça, en fait. Ils s'en tirent comment? Avec cette idée bénéfique, selon lui, pour l'Amérique, de faire d'elle, en quelque sorte, la porteuse d'une vision nouvelle pour l'humanité. Ce sont les fameux 14 points formulés dans le fameux discours de janvier 1918, qui doivent inspirer la paix future, la paix à venir. Et Wilson, il entend être, en quelque sorte, le grand réorganisateur de l'Europe et par là du monde sur la base des idéaux démocratiques, des droits des nations à disposer d'elles-mêmes, etc. Et on sait que ça tourne finalement mal parce que le traité de Versailles, on le sait, ne sera pas ratifié par le Congrès. Le candidat de Wilson aux élections présidentielles de 1920 sera battu par un candidat qui met en avant le America First, Warren Harding, candidat isolationniste. Donc ça sera un échec, cette tentative wilsonienne.
et les Américains vont se replier sur eux-mêmes pendant toute une période. Et il faudra attendre, on le sait bien, l'attaque japonaise contre Pearl Harbor l'Empire du Mal en est facile à trouver. 1941. Là, les choses sont claires. Déjà, l'Empire du Mal, c'était l'Allemagne hitlérienne. Enfin, c'est le fameux discours de Roosevelt, dans lequel il s'en prend à l'Allemagne, à l'Italie et au Japon comme des puissances qui se révèlent dangereuses pour la paix du monde. C'est le discours de Chicago, je crois, mais dès la période d'avant-guerre. Alors. Et ensuite, les événements font que l'Amérique se trouve engagée dans la Seconde Guerre mondiale, puis elle va être un acteur évidemment majeur, si ce n'est principal, dans cette Première Guerre mondiale. Alors, Empire du Mal, ensuite, on a bien évidemment le communisme et le bloc il y a soviétique. le bloc de l'Est, le bloc communiste, Staline, la menace sur l'Europe occidentale, qu'il faudrait sans doute, avec le recul dont nous disposons maintenant, qu'il faudrait sans doute revoir, nuancer. On voit bien que Staline, il a des soucis davantage géopolitiques qu'idéologiques. Il veut avoir à l'est de l'Europe une sorte de marche de protection de l'URSS. Ça le préoccupe plus que de faire la révolution communiste en France ou en Italie, sans doute. Et finalement, il y a un équilibre qui s'établit et qui lui convient finalement assez bien. Donc on voit on va venir aujourd'hui, on voit cette permanence donc de désigner l'Empire du Mal. L'ennemi, finalement, est toujours le diable. C'est jamais un adversaire, c'est jamais un ennemi de guerre, mais c'est le diable. Et puis l'ennemi est toujours criminel, par définition. Soit criminel, soit fou, ou c'est le diable. Et donc là, finalement, il n'y a jamais possibilité de discuter, parce qu'on ne discute pas avec le diable. Voir le cas de Saddam Hussein, voir le cas de la Serbie de Milosevic, etc. On a un scénario là qui est bien rodé. Et qui continue. Et qui fait que l'Amérique peut justifier donc ses interventions militaires au cours de l'histoire, où elle fait en sorte aussi de diaboliser les adversaires potentiels. C'est vrai pour la Chine qui monte en puissance, c'est vrai pour la Russie de Poutine qui a été clairement poussée à la faute, si on veut, par les Américains, par leur soutien inconditionnel à l'Ukraine, et pour l'application d'un programme qui était écrit noir sur blanc dans Brzezinski, dans le Grand Échiquier. Il explique qu'il faut arracher l'Ukraine à la Russie afin de torpiller d'emblée tout son projet eurasien continental, quoi. Et tout ça toujours au nom du bien. Et tout ça au nom du bien, Philippe, merci infiniment pour ces explications. Je renvoie bien sûr nos téléspectateurs au dernier numéro de la revue d'histoire européenne. Et avant de nous quitter et de retrouver Christopher Land, quelques conseils de bande dessinée. Avant de nous quitter et de retrouver Christopher Land, quelques bandes dessinées à vous conseiller. Paru aux éditions de l'an 2, le tome 2 de la série Révolution, il est intitulé Égalité. Cette nouvelle série retrace la Révolution française en se mettant au niveau du peuple. Le premier tome avait d'ailleurs obtenu le Fauve d'or à Angoulême en 2020. Dans ce tome 2, se déroulant en 1791, on découvre notamment que le groupe Les Chevaliers du Poignard tente d'organiser un soulèvement en faveur du roi. Les scénaristes, dessinateurs Grouazel et Locard critiquent autant le comportement d'une partie de la noblesse cherchant à conserver son statut que les idées utopistes et la sauvagerie de certains révolutionnaires. Ils révèlent que le peuple parisien, obsédé par le coût du grain, s'intéresse peu aux discours progressistes. Leurs dessins, au pinceau et à la plume d'une grande précision, se marient bien avec un texte particulièrement riche. Aux éditions du Soleil, la guerre d'Espagne vue d'avion avec l'album
Polikarpov I-16. En 1936, la guerre d'Espagne vient de débuter et les Heinkel, Junkers ou Messerschmitt de la Légion Condor et les Fiat italiens, modernes et efficaces, déciment l'aviation républicaine. Le gouvernement républicain espagnol obtient alors l'aide de la Russie soviétique et les pilotes russes découvrent avec satisfaction que le Polikarpov I-16, c'est le type de l'avion, parvient à tenir tête aux chasseurs allemands et italiens. Mais ils sont surveillés de près par les commissaires politiques staliniens. Au moindre faux pas idéologique, c'est l'exécution. Le scénariste Richard Nolan révèle ainsi la paranoïa des commissaires politiques qui éliminent les pilotes suspectés de ne pas partager la foi communiste. Par un trait élégant, le dessinateur Ficki crée de superbes scènes de combats aériens. Dans la série, ils ont fait l'histoire des éditions Glénat. Voici un album consacré à Mussolini. Le 30 octobre 1922, 2 jours après la marche sur Rome, le roi d'Italie charge Benito Mussolini de former un gouvernement. En refondant le système économique et politique, celui-ci impose la révolution fasciste. Son grand dessein est de créer une Italie moderne et puissance. Le fascisme est alors accepté par la grande majorité du peuple italien, mais l'Italie entre en guerre dans le camp de ceux qui la perdront. Les scénaristes Goua et Blengino, avec l'aide de l'historienne Catherine Brice, se focalisent sur les années 1920 et 1930 de cette histoire italienne. Pour en apporter davantage d'authenticité, ils reprennent des extraits des discours du Duce. Le dessinateur italien Andrea Meloni, par son trait fin, dresse un portrait fidèle de Mussolini. Retrouvons maintenant Christopher Lahn et sa petite histoire, mais n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Si je vous dis guerre de sécession, normalement, vous pensez États-Unis, guerre entre le Nord et le Sud, esclavage, Gettysburg, Lincoln, Grant, Lee, bref, vous pensez à des thèmes liés à la guerre de sécession américaine, quoi, normal. Ce à quoi on pense moins au sujet de cette guerre, c'est à l'aspect maritime. Bon, ok, c'est avant tout un conflit continental, mais il s'est passé des choses intéressantes et décisives sur les mers, notamment l'apparition des premiers cuirassés qui ont révolutionné le combat naval. Et ce à quoi on pense encore moins quand on parle de la guerre de sécession, c'est à la ville de Cherbourg. Bon, là, vous avez envie de me dire, bah oui, pourquoi on penserait à Cherbourg ? Abruti. Et bah en dehors du fait que abruti c'était peut-être un peu en trop, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Nous sommes le 11 juin 1864. La guerre de sécession fait rage depuis 3 ans maintenant. C'est un conflit entre l'Union du Nord et la Confédération au Sud. Je n'entre pas dans les détails. J'avais déjà fait un épisode sur la guerre de sécession. Si ça vous intéresse, mais je l'ai dit, c'est avant tout un conflit continental, mais il y a aussi un aspect maritime et notamment concernant l'approvisionnement. Parce que les deux camps ont besoin d'approvisionnement pour mener cette guerre. Donc les marines se développent, les marines s'affrontent et les marines vont chercher des approvisionnements en Europe. Et justement, pour essayer de couper les approvisionnements de l'autre, eh bien, va se développer une guerre de course, une guerre de corsaires. Et c'est justement ce qui nous intéresse puisque c'est un navire corsaire qui entre en jeu à cette date du 11 juin 1864. Il s'agit du CSS Alabama, un navire confédéré qui est dirigé par Raphaël Simes. À cette date donc, il se présente devant le port de Cherbourg, donc il est quand même à 6000 km de ses côtes, et il demande l'autorisation de s'y arrêter parce qu'il a besoin de faire des réparations, donc ça nécessite une mise en cale sèche. Ça fait 2 ans maintenant que l'Alabama parcourt l'Atlantique et l'océan Indien, c'est un navire corsaire réputé, on nous dit qu'il a arraisonné 447 navires marchands, qu'il en a brûlé 52. Il a une seule fois affronté un navire de l'Union, de l'US Navy. Il s'agissait de la canonnière USS Hatteras, qu'il a coulé devant le Texas. Donc voilà, c'est un navire très réputé. Il demande à entrer dans le port de Cherbourg et être mis en cale sèche pour des réparations. Mais les Français vont être bien embêtés, puisque l'empereur Napoléon III, qui dirige le pays à l'époque, a défini la position de la France comme étant strictement neutre dans ce conflit qui oppose le nord au sud des États-Unis. Malgré tout, Napoléon III comme son entourage ne sont pas hostiles en soi à la victoire du Sud,
puisque ce qui intéresse la France, c'est d'intervenir au Mexique pour ses propres intérêts, et le Sud est beaucoup plus favorable à une intervention française au Mexique que le Nord. Donc, on va dire que Napoléon III penche plutôt en faveur du Sud, mais qu'il a défini la position de la France comme étant neutre. Donc il est assez embêté. On va quand même autoriser le CSS Alabama à entrer dans le port de Cherbourg, mais pas de mise en cale sèche, pas de réparation, pas d'accès au chantier naval pour l'instant. Il est juste dans la rade. Le 13 juin, donc 2 jours plus tard, une réunion avec l'empereur a lieu au sujet de ce navire, justement, et l'empereur ne donne pas encore d'ordre très précis, il est assez embêté. D'un côté, on a les confédérés, donc le Sud, qui demandent à Paris d'accueillir ce navire corsaire, et de l'autre, il y a l'Union, le Nord, qui demande à la France de respecter ses engagements de neutralité. Et là où les choses vont se compliquer, c'est que le 14 juin, un navire de l'Union, cette fois, qui avait quitté les Pays-Bas 2 jours auparavant, en apprenant qu'il y avait un corsaire confédéré à Cherbourg, un navire de l'Union va lui aussi se présenter devant la ville. Il s'agit de l'USS Kearsarge, qui est sous le commandement du capitaine John Winslow, qui avait été averti par l'ambassadeur des États-Unis en France. Le Kearsarge va donc se présenter devant Cherbourg, il va demander à entrer dans la rade, on va l'autoriser à le faire puisqu'on a autorisé le confédéré à le faire, mais plutôt que de s'installer tranquillement, il va se contenter de passer devant le navire corsaire et puis de ressortir de la rade et de croiser au large, l'air de dire « je t'attends ». Faut dire qu'il y a un contentieux entre les deux hommes, ils sont issus de la même promotion et ils se vouent une haine féroce, d'autant que ce serait une grosse prise puisque le CSS Alabama, donc le navire confédéré, est l'un des navires les plus haïs par l'Union puisque c'est l'un des plus efficaces. À ce moment-là, la France se positionne, aucun des deux navires n'aura le droit d'entrer dans le port et ils devront quitter les lieux chacun à 24 heures d'intervalle. Sauf que c'est là aussi encore assez compliqué puisque le navire de l'Union n'est même pas dans le port formellement, il ne fait que croiser au large. Alors pendant que le capitaine Simès, donc le confédéré, est en train de bouillir parce qu'il a envie d'accepter le défi lancé par son adversaire du Nord, eh bien le vice-amiral Dupuy va ordonner au navire confédéré de quitter le port sous 24 heures. Et pour l'en dissuader, il y a un navire français qui s'appelle la Couronne, qui est un navire-école, qui le met en joue. Le 18 juin, Simès prévient le vice-amiral Dupuy que son navire va quitter la rade le lendemain entre 9h et 10h pour répondre au défi lancé par le capitaine Winslow. Et là, la nouvelle va se répandre dans tout Cherbourg et aussi dans toute la France rapidement. Le combat va donc avoir lieu le lendemain. Le navire La Couronne va devoir surveiller que le combat va se tenir en dehors des eaux territoriales françaises, ça c'est important. La France devra rester neutre, ne devra favoriser aucune des deux parties, mais pourra se tenir à l'affût, histoire de sauver les survivants si l'un des deux navires coule. Le dimanche 19 juin 1864, c'est le jour J, le combat va avoir lieu. Le navire confédéré quitte la rade à 9h et Cherbourg est en ébullition. Il y a des officiels qui sont venus, il y a des Parisiens qui ont sauté dans le premier train. On dénombre 15 000 personnes qui se présentent sur la digue, sur les côtes, sur les hauteurs. Et croyez-moi, les places se payent cher en hauteur. C'est un véritable spectacle américain auquel les Français s'apprêtent à assister. Donc à 9h, le navire corsaire quitte la rade, escorté par la Couronne, qui le guide vers les eaux internationales, donc en dehors des eaux françaises. Il quitte la rade et là, le navire nordiste, commandé par Winslow, va faire mine de s'enfuir. Le capitaine Winslow a fait placer ses canons côté tribord et il a même équipé son navire avec des chaînes destinées aux ancres de bateaux. Il les a entrecroisées sur un côté pour protéger les machines. Et au moment où il est suivi par le navire confédéré qui pense qu'il est en train de fuir, au moment où il juge le moment opportun, eh bien soudain, il se retourne et les deux navires se lancent dans un tournoiement et le combat va commencer. Le CSS Alabama va être le premier à ouvrir le feu dans ce combat, mais il s'est trop précipité. La plupart de ses projectiles vont tomber à l'eau et même ceux qui vont atteindre le navire de l'Union ne seront pas décisifs et ne lui feront que très peu de dégâts. Le combat va durer près d'1 heure et très rapidement, c'est l'USS Kearsarge, donc le navire de l'Union du Nord, qui va prendre l'avantage, qui va littéralement étriller son adversaire. Même si les tirs de l'Alabama sont 2 fois plus nombreux, ils sont bien moins précis et bien moins efficaces. Et pour cause, c'est que les projectiles et les canons du Kearsarge sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus performants. Le rapport de ce combat naval nous dit que le navire nordiste a fait feu 173 fois en usant essentiellement d'obus et en visant très bas pour atteindre l'Alabama à sa ligne de flottaison. Au bout d'1 heure, la ligne de flottaison est carrément atteinte, les chaudières de l'USS Alabama sont en feu, son magasin est en feu et le navire
confédérés commence à s'enfoncer par l'arrière. L'équipage va se réfugier à l'avant, va quitter le navire. C'est le capitaine Simes qui quitte le navire quasiment dans les derniers. C'est une victoire navale de l'Union. Il y a 4 navires civils plus la marine française qui vont commencer à récupérer les survivants. Et il y a aussi un voilier britannique qui va recueillir une 50aine de confédérés, dont le capitaine Simes, et il va profiter de la confusion pour se barrer en Angleterre. C'est comme ça que Simes va pouvoir regagner l'Angleterre et ensuite rejoindre le conflit en Amérique du Nord aux grandes dames du capitaine Winslow. Il y a des blessés qui sont conduits en France, 14 en tout, dont 3 de l'Union qui sont conduits à l'hôpital de Cherbourg. Bilan de ce combat, il est nettement favorable à l'Union. L'USS Kearsarge a perdu 1 homme seulement et 2 ont été blessés, contre 29 morts et 70 blessés pour le navire confédéré, le CSS Alabama. On trouve encore des traces aujourd'hui de ce combat, par exemple dans le vieux cimetière de Cherbourg. Aujourd'hui encore, il y a 3 tombes américaines, 3 morts de la guerre de sécession, 2 de la Confédération et 1 de l'Union, qui sont enterrés en France. C'est à la suite de ce combat naval. L'épave du CSS Alabama, qui a coulé par le fond, a été découverte en 1984 par un chasseur de mines français à environ 10 km après l'entrée de la rade de Cherbourg, et un canon de ce navire corsaire trône aujourd'hui à l'entrée de la Cité de la Mer de Cherbourg. Voilà pour cet épisode, j'ai trouvé cette anecdote assez intéressante. J'étais moi-même surpris de constater qu'il y avait eu un combat de la guerre de sécession en France, et c'est pourquoi je voulais le partager avec vous. Dès que je trouve des petites curiosités historiques comme ça, eh bien j'aime bien vous en faire un épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt sur TV Liberté.